Joliba Afternoon News. Le chef du gouvernement malien a profité de sa tournée dans la 4e région du Mali pour rendre visite à des troupes maliennes à Diabali. Nous aurons des précisions dans ce journal. Nous recevons dans ce journal le président de la plateforme de la lutte contre la corruption et le chômage, j'ai nommé Clément Dambélé. À l'international, les hôpitaux haïtiens luttent pour faire face aux blessés du séisme alors que le nombre de morts approche les 2000. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. C'était il y a un an que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été démis de ses fonctions par les militaires le 18 août 2020. Après plusieurs semaines de mobilisation d'une partie de la population contre son pouvoir, le M5-RFP, porté par la coalition composée de partis politiques et d'organisations de la société civile. Comme je l'annonçais dans les titres, nous recevons sur ce plateau Clément Dambélé. Il est le président de la plateforme de la lutte contre la corruption et le chômage PCC. Alors, professeur Clément Dambélé, bonjour. Bonjour, M. Fabrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, ça fait un an, jour pour jour, que le président a été démis de ses fonctions. Que représente cette journée pour vous? Ça représente une journée de liberté, une journée d'aboutissement d'une lutte que nous avons menée pendant des mois, pendant des années pour certains, dont je fais partie. Ça représente une journée où on a eu l'espoir de dire que quelque chose s'est passé, parce qu'on s'était confronté à Ibrahim Boubacar Keïta pour une seule chose, que le changement s'opère au Mali. Et cette journée, c'est une grande journée, parce que je me rappelle le matin du 18 août à 7 h, j'ai été appelé par un militaire faisant partie de la junte qui a renversé IBK pour m'annoncer qu'ils sont en position, ils sont en train de renverser le régime et de ne pas annoncer d'abord la nouvelle, et que j'avais fait appel à une partie de la jeunesse pour aller sur le boulevard de l'Indépendance et soutenir les militaires et pour pouvoir renforcer le parachèvement. Je me rappelle encore que ce grand moment à 14 h où on a eu, en tout cas pour ma part, la confirmation que IBK a été arrêté, mais la population malienne n'était pas encore au courant. C'est sentiment de soulagement, c'est sentiment de dire qu'enfin on est arrivé à passer la première cape de cette lutte, et que maintenant nous allons rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase de donner l'espoir au peuple malien, de donner la confiance au peuple malien et de donner l'amour de ce pays au peuple malien. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons le changement? Vous avez eu l'espoir, le soulagement était là, mais est-ce que le changement est là? Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, M. Fabrice, c'est que j'ai le sentiment d'un rêve avorté. Un rêve avorté parce qu'on a aujourd'hui le sentiment qu'on a fait tout ça pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Vous avez le sentiment de regret? Pas de regret, mais le sentiment de désillusion. Ce n'est pas le regret. Je ne regrette pas ce que j'ai mené comme combat parce que je l'ai fait par conviction. Mais le sentiment d'une désillusion, de dire que certainement on a renversé IBK, c'est sa tête qui a disparu, mais le système est là. Parce que mon objectif, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'était pas que IBK parte, c'était que le système s'en aille et que ce système reste là. La corruption n'a pas diminué, la mauvaise gouvernance n'a pas diminué. On a toujours les mauvais états de route, on a toujours la coupure d'électricité, l'école malienne ne fonctionne pas. On est toujours dans ces mensonges politiciens qui consistent à faire des grandes promesses, à faire des grandes déclarations. On est toujours là avec des jeunes militaires qui sont des colonels, des jeunes colonels qui n'ont pas encore compris que c'est toujours des mauvais conseillers à côté d'un régime qui fait renverser. On a toujours ce sentiment que quelque chose va se passer si on ne fait pas encore le premier pas. Et si ceux qui sont là aujourd'hui ne font pas bouger les lignes, que ça va encore exploser. Et ça, c'est dommage. Alors, très bien, un an après, que reste-t-il de l'idéal du M5-RFP? L'idéal, c'est que les Maliens ont compris que c'est possible. C'était ma mission. Ma mission, c'est que ce soit la lutte contre la corruption, l'idéal, c'est que les Maliens ont compris que c'est possible. On n'a pas atteint l'objectif. Ça, je l'ai dit, je l'avoue. Je l'avoue qu'on n'a pas atteint l'objectif. Franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'un an après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il y aurait encore des coupures d'électricité à Bamako, qu'il y aurait encore des routes en mauvais état dans Bamako, qu'il y aurait encore des tas d'ordures que je viens de traverser à Medina Koura, le nouveau marché de Médine. Qu'un an après, on allait poser encore la question de l'article 39, qui reste encore bloqué par manque de respect de la loi dans ce pays. Un an après, qu'il y aura encore
des villes qui sont des villages qui sont assiégés par les djihadistes, où il n'y a aucun plan de relance économique, aucun plan de relance agricole pour les autosuffisances alimentaires, aucun plan de la sécurisation. Bon, la transition a commencé réellement le 25 septembre 2020. Est-ce qu'ils ont eu suffisamment de temps pour faire toutes ces réformes dont vous parlez? Vous savez, moi je fais partie de ceux qui ne sont pas patients pour mourir. Je suis patient pour opérer. Ça veut dire tout simplement que je ne suis pas dans cette logique de dire que la transition va tout changer. Mais la transition peut poser les bases. Elle peut poser quelque chose sur lesquelles on va reposer le Mali de demain. Ça veut dire tout simplement qu'il faut s'attaquer aux vraies réformes. La réforme judiciaire, elle ne peut pas être menée par un gouvernement politique qui viendra après la transition. C'est de l'heure, c'est de mentir aux Maliens. L'école malienne, la réforme du système éducatif ne peut pas être menée par un gouvernement politique qui viendra après la transition, c'est du mensonge. La question sécuritaire, elle ne peut pas être menée par un gouvernement politique. On sait très bien qu'il y a certaines réformes qu'aucun homme politique ne peut mener, tout simplement parce qu'il pense à son deuxième mandat et après le deuxième mandat, il pense à se faire remplacer. Donc ce n'est pas un homme politique qui peut mener ça. La transition était le cadeau en or que nous avons eu pour changer en profondeur ce qu'on n'a pas pu faire depuis 30 ans. Et ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et ça, c'est encore une fois, ça reste encore dans la gorge. On n'arrive pas à digérer ça. Et on continue à mentir au peuple malien et c'est dommage. Vous n'arrivez pas à digérer ça. Alors aujourd'hui, vous êtes, il y a un de vos, du M5 qui est à la primature. Je parle de Dr Shogel Kokala Maïga, il est le président du comité stratégique du M5 RFP jusque-là. Mais comment est-ce que vous analysez sa gestion de la chose à côté d'Assimi Goïta? J'ai du mal à juger parce qu'il faut juger quelque chose qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Donc juger Shogel sur du vide, j'ai du mal. Donc il y a le plan d'action du gouvernement, le PAG qui a été présenté, il est dans les tournées. Monsieur Fabrice, c'est du mensonge ce plan d'action. Tout le monde le sait, il suffit d'avoir 2 neurones dans sa tête pour comprendre qu'en 5 mois, parce que les 2 mois qui restent, ça c'est les préparatifs et l'élection, en 5 mois, que Shogel a besoin de 2050 milliards en 5 mois. Et pour quelqu'un qui parle de la réduction du train de vie de l'État, en 5 mois, vous pensez que Shogel peut poser une vraie refondation de l'État? Donc pour en vous, 5 mois, il ment. Donc pour vous, c'est de l'utopie? Pour moi, ce n'est pas de l'utopie, c'est du mensonge. Shogel Kokala Maïga est en train de mentir devant l'histoire, devant le peuple malien. Et pour une fois, je vais avoir la prétention de dire que je vais avoir raison sur lui. Il est en train de mentir. Vous étiez des amis d'hier. On est toujours des amis. Ce n'est pas parce que je lui dis la vérité qu'on n'est pas des amis. Quand votre ami est un menteur, vous dites vous êtes un menteur, ça gâchera votre amitié. Ça s'appelle la vérité et la vérité est au-dessus de l'amitié. Je vais vous dire une chose, M. Fabrice. C'est que lorsque Shogel Kokala Maïga déclare solennellement qu'il va maintenir le chronogramme, il nous reste 52 jours pour aller au scrutin référendaire, c'est-à-dire le 30 octobre. Vous voyez aujourd'hui l'état du Mali, même Bamako. Mais est-ce que c'est des dates fixes? Est-ce que vous pensez? Oui, c'est les dates qui ont été arrêtées. Je vais vous donner la première date, 31 octobre, qui ont été arrêtées. Et Shogel s'engage devant les partis politiques qu'il va respecter cette date. Le deuxième mensonge, ça c'est encore une autre date concernant les élections communales, les élections régionales, les élections des sectes. Il ne peut pas tenir cela. C'est du mensonge. Aujourd'hui, Shogel mise sur quelque chose qui est très dangereux parce qu'il confond le Mali à un casino dans lequel on rentre pour jouer. Le Mali n'est pas un poker. Il joue au poker alors qu'il est un mauvais joueur dans ces cas. Il déclare devant l'expérience, monsieur si Shogel avait de l'expérience, on ne serait pas dans cette... vous m'excusez l'expression, dans la merde, parce que avec toute l'expérience qu'il a eue, il a été 3 fois ou 2 fois ministre malien. Bon, comme nous ne sommes pas là pour faire son procès. Mais dire qu'il a de l'expérience au Mali, quand on dit quelqu'un a de l'expérience, ça me fait rigoler. Parce qu'avec toutes ces expériences, on a amené le Mali au plus bas niveau de Bon, comme nous ne sommes pas là pour faire son procès, je crois que nous allons nous arrêter là. Peut-être un mot de la fin sur cette journée commémorative. Que d'abord le peuple malien, que le peuple malien continue à se battre, que le Malien continue à croire que le changement est possible, mais ça ne passera pas le peuple malien. Et que les dirigeants aujourd'hui de la transition, s'ils veulent rentrer dans l'histoire, qu'ils disent la vérité aux Maliens et qu'ils fassent des réformes. Et qu'ils disent simplement la vérité aux Maliens. Merci beaucoup, professeur Clément Dembélé. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie.
Comme l'annoncions dans les titres, en tournée dans la 4e région du Mali, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a profité pour visiter les troupes maliennes engagées dans la guerre contre le terrorisme à Diabali. Le chef du gouvernement malien est venu s'imprégner des conditions de travail de l'armée malienne dans cette zone. Adama Sanogo et Moussa Tembile. Habillé en tenue militaire comme un soldat prêt à aller au front, le nouveau locataire de la primature, Choguel Kokala Maïga, veut faire passer un message. Son soutien aux forces armées de sécurité du Mali. C'est dans cette perspective que s'inscrit sa visite et celle de sa délégation à Djabali. Que le peuple malien vous est reconnaissant, il sera toujours reconnaissant vis-à-vis de ses forces armées de sécurité. Pour rendre un hommage mérité à l'ensemble des FAMA, des forces paramilitaires, la douane, les eaux-forêts, les surveillants de prison. Parce que vous sacrifiez votre vie. Après les échanges avec les forces armées de sécurité, le Premier ministre a rencontré les populations de la zone. Ils ont rappelé au Premier ministre l'urgente question de l'insécurité qui sévit dans la localité. Il y a tellement d'insécurité dans notre zone. Ils ont même osé brûler plus de 600 hectares de riz. Répond du berger à la bergère, Dr Choguel Kokala Maïga rassure que l'État malien fera de son mieux pour outiller les FAMA afin de faire face aux semeurs de terreur. L'armée, c'est le principal outil d'exercice de la souveraineté de l'État. Et donc, tous les moyens qui peuvent être mobilisés seront mis à la disposition des forces armées de sécurité. Les moyens dans les limites de ce que peut l'État malien. Toutefois, il invite les populations à collaborer plus avec les garants de la sécurité pour que cette transition puisse répondre aux attentes de tous les Maliens. 18 août 2020, 18 août 2021. Il y a de cela un an, jour pour jour, notre peuple prenait son destin en main, tournait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L'anniversaire de cet événement m'offre l'occasion de m'adresser à vous à travers ce message que je veux, un message de souvenir et de l'espoir. Avec l'exécution de la transition, notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de tests et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale, a déclaré le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Ce mardi 17 août 2021, des bandits armés non identifiés ont attaqué le poste de contrôle de Koutiala. Selon des sources locales, l'attaque s'est déroulée aux environs de 3 heures du matin. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais des dégâts très importants constatés. Le poste a été complètement saccagé et tous les engins trouvés sur les lieux ont été brûlés. La Maison de la Presse a abrité ce mardi 17 août 2021 une conférence publique organisée par le réseau des journalistes d'investigation du Mali. Objectif, selon les initiateurs, sensibiliser l'opinion publique sur l'importance du journalisme d'investigation. Le point avec Aminata Traoré et Bakoroba Niaré. Rôle du journalisme d'investigation dans la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. C'est sous cette thématique que s'est tenue la conférence du réseau malien du journalisme d'investigation, RMJ. Chaka Doumia estime que les gouvernements ont un rôle clé à jouer dans la protection, l'indépendance des médias. Le RMJ invite le gouvernement de la République du Mali à accélérer le processus d'adoption d'une loi d'accès à l'information et d'une disposition législative portant protection des lanceurs d'alerte. Le RMJ lance ici un appel aux organisations de la société civile, aux associations de presse, pour faire le plaidoyer dans ce sens, afin que plus rapidement le gouvernement malien puisse adopter ces dispositions qui vont faciliter notre travail. Les participants de cette rencontre affirment avoir beaucoup appris et saluent l'initiative. Aujourd'hui, AMG est l'un des meilleurs réseaux parmi des centaines de réseaux journalistes qui existent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les journalistes doivent aller vers l'investigation.
Nous sommes là avec les réseaux des journalistes d'investigation du Mali pour débattre de cette thématique de la corruption. Et je salue l'initiative, c'est à encourager et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. David Dambélé, secrétaire chargé à la communication des relations extérieures des journalistes d'investigation de la cellule Norbert Zongo, a mis en lumière quelques enquêtes réalisées par les RMJ depuis sa création en 2016 au Mali. Notons que cette rencontre se veut un rendez-vous incontournable de plaidoyer dans la promotion de la bonne gouvernance et de la liberté d'expression. Le Maliba, monument représentant l'hippopotame, symbole de la puissance. À tort ou à raison, l'animal est supposé être à l'origine du nom de notre pays. Aruna Salia connaît pour plus de détails. Situé sur le boulevard de l'Indépendance, à la montée de l'échangeur Bamemba, se dresse le monument hippopotame, communément appelé Maliba. L'hippopotame est représenté comme un animal à la force tranquille. Notre pays, en accédant à l'indépendance le 22 septembre 1960, a pris le nom Mali de l'une des formations étatiques évoquant l'âge d'or de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Entre le 8e et 13e siècle, il dominait tour à tour les vastes contrées de l'Afrique occidentale et sa renommée allait au-delà du Sahara et de la Méditerranée. Selon une version de la Direction nationale du patrimoine culturel du Mali, le mot Mali signifierait, en langue nationale bamanankan, l'hippopotame, un symbole de la puissance en eau douce. D'autres versions défendant la thèse que l'hippopotame, en Bambara, Mali, n'est pas à l'origine du nom du pays. Le monument a tout de même été inauguré en 1998. Il est l'œuvre de la Société choreo-malienne de décoration. Comme beaucoup d'autres monuments de la ville, il est victime du phénomène de l'affichage sauvage. À présent, l'image du jour consacrée à la mosquée de Djenné. La mosquée de Djenné se distingue des autres mosquées en ce qu'elle a été construite en un lieu vierge de tout autre édifice religieux antérieur. Cet endroit était précédemment occupé par un palais. Les autres mosquées ont été construites habituellement à la place d'édifices pyramidaux coniques, en pisé ou en terre, censés représenter les esprits protecteurs des ancêtres. Des experts en architecture islamique tels que l'Abel Plussin pensent que ces constructions coniques furent intégrées dans la conception des mosquées dans tout le Mali et considèrent que la grande mosquée de Djenné en est l'exemple le plus révélateur. La mosquée a la forme d'un carré de 75 cm de côté et pyramidale. Sa hauteur est de 20 mètres. Le toit est soutenu par 90 piliers et possède 104 trous d'aération. Elle peut contenir 1000 personnes. À présent, l'actualité internationale avec Aminata Chektal. Algérie, Côte d'Ivoire et Égypte ou Nigeria seront les chocs du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2022, tandis que le Cameroun, pays hôte, a eu un tirage clément et affrontera en ouverture le Burkina Faso le 9 janvier à Yaoundé. Pour Didier Drogba, ancien attaquant ivoirien, le tirage était assez homogène. Je pense que le tirage au sort est plutôt homogène, si je peux me permettre. Forcément, il y aura des surprises. On l'espère tous parce que toutes les équipes qui sont qualifiées ont un objectif de remporter le trophée. Rigobert Song, ancien défenseur camerounais, lui pense que le Cameroun est assez bien placé. Je dirais que nous sommes des favoris quand même, parce que par rapport aux autres nations. Donc je dirais que le football là c'est réalité. Les supporters doivent donc s'attendre à des matchs complètement différents parce que les équipes ont des caractéristiques différentes. Parce que les équipes ont des caractéristiques différentes, mais je respecte ces trois équipes et on va se préparer très sérieusement pour aller le plus loin possible.
Les Haïtiens réclament de la nourriture, un abri et une aide médicale. Les hôpitaux ont du mal à soigner tous les blessés, dont le nombre officiel est passé à 9 915, avec de nombreuses personnes toujours portées disparues ou sous les décombres, a déclaré mardi après-midi le service de la protection civile. Le séisme du samedi 14 août a détruit des dizaines de milliers de bâtiments dans le pays le plus pauvre des Amériques, qui se remet toujours d'une secousse il y a 11 ans qui a tué plus de 200 000 personnes. Les dégâts causés par le séisme à plusieurs grands hôpitaux ont entravé les efforts humanitaires. Les médecins installés dans des tentes de fortune à l'extérieur se battent toujours pour sauver la vie de nombreux blessés, dont de jeunes enfants et des personnes âgées. Lannette Nuel était assise nonchalamment à côté du corps de sa fille à l'extérieur de l'hôpital principal des Cayes. La femme décédée de 26 ans avait été écrasée par des débris lors du séisme de magnitude 7.2. Nous sommes arrivés hier après-midi. Elle est morte ce matin. Je ne peux rien faire, a déclaré sa mère. L'hôpital des Cayes, à environ 150 km, 90 000 à l'ouest de la capitale Port-au-Prince, était encore plus débordé mardi qu'avant que les patients qui campaient à l'extérieur ne rentrent à l'intérieur pour échapper à la tempête tropicale. Le ministère chinois des Affaires étrangères déclare qu'il espère que le nouveau régime taliban empêchera l'Afghanistan de devenir un lieu de rassemblement pour les terroristes et les extrémistes, ajoutant que la force et le rôle de l'Amérique dans le pays consistent à détruire et non à construire. La Chine exhorte les talibans afghans à mener une politique religieuse modérée et prudente, à collaborer avec les autres partis pour mettre en place une structure politique ouverte et inclusive, et à mener une politique étrangère pacifique et amicale, notamment pour établir des relations harmonieuses avec les pays voisins, afin de parvenir à la reconstruction et au développement de l'Afghanistan. Nous espérons également que le nouveau régime afghan rompra avec les forces terroristes internationales, qu'il limitera et combattra les forces terroristes, y compris le parti islamique du Turkestan, et qu'il empêchera l'Afghanistan de redevenir un lieu de rassemblement pour les terroristes et les extrémistes. Le président Biden a déclaré que la construction d'une nation n'a jamais été l'objectif des États-Unis en Afghanistan, et il dit la vérité. Parce qu'en Irak, en Syrie et en Afghanistan, nous avons vu l'armée américaine laisser un terrible désordre, des troubles, des divisions, des familles ruinées et orphelines. Ils ont laissé ces endroits marqués et meurtris. La force et le rôle de l'Amérique est de détruire, pas de construire. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.